Bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc, entre les malades et les gens en vacances, il manque pas mal de monde. Donc, je vais donner toutes les procurations. Samantha Kalizov à Christophe Lacoste, Émilie Bastier à Monique Leroy, Élie Jomari à moi-même, Annie Berge à Delphine Lavorel, Pierre Loriedo à Marcello Manganaro, Florent Martin à Valérie Zanadji, Fabrice Ripper à Françoise Raous, Valérie Grange à Marc Jobert et Valérie Boisgard à Nicole Bois. Donc, nous allons commencer par le rapport numéro 1, qui est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 décembre. Y a-t-il des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport 2, dans l'inspection partielle de l'éclairage public de Canonay, donc la nuit. Vous savez que en décembre, janvier, donc, on avait fait des essais d'extinction. Donc je vous propose de modifier les conditions parce qu'il faut le voter. Éclairement nocturne sur le périmètre de la commune à compter du 1er février 2023, toujours bien sûr dans les zones hors caméra. L'éclairage public sera éteint comme actuellement sur la partie du territoire communal définie à l'article 3, de minuit à 5 heures du matin. Donc sont concernés les voies d'éclairage, rue de Saint-Étienne-Bien-Fou, la zone artisanale des Meillères, l'avenue de la Gare partie ouest et la rue de Fontaine-de-l'Aube. Certains ne sont pas éteints car ils sont liés avec des émetteurs où il y a des caméras. Voilà, y a-t-il des questions? C'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque. On a trouvé que le périmètre était un peu réduit. Et puis surtout qu'il y a une restriction, enfin, il y a une autorisation de les éclairer les jours pour les périodes de fête, alors que c'est pas forcément des zones où il y a des festivités. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Ben, les festivités, tu as vu quand c'était éclairé, puisque là, ça a été levé. Donc les zones où ça a été allumé, c'est les zones où il y a de la vie, quoi. C'est-à-dire les ronds-points de la gare, les ronds-points de la vente. Les ferrages ou la route de ceux. Les ferrages, c'était tel. Hein? Oui, non, mais voilà, c'est marqué que pendant les fêtes, on pourra les éclairer. Alors, ah non, c'est pas ces périodes-là. Non. En période de fête, l'éclairage pourra être maintenu tout. Oui, mais tu vois bien que ça n'a pas été le cas, puisqu'on l'a vécu en décembre. Donc c'était pas allumé. Mais bon, l'inspection peut paraître un peu bizarre, et puis le périmètre me paraît un peu juste. Ouais. Ben, il est juste parce que c'est vrai que bon, il y a des caméras, je sais bien que c'est pas ton dada, mais c'est comme ça. Ah non, donc c'est des chocs politiques. Donc voilà. D'accord. Aujourd'hui, c'est nous qu'on choisit si on les met ou pas. Donc on les a mis. Et donc pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait de la lumière. Autrement, elle ne peut pas fonctionner. Autre question? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 3, où il y a eu une petite modification, Valérie va vous en parler, donc je passe la parole à Valérie. Merci, bonsoir à tous. Il s'agit, dans ce rapport, d'une modification du règlement intérieur relatif au fonctionnement des restaurants scolaires et des structures périscolaires municipales, et plus spécifiquement du point concernant les études surveillées, puisque depuis la rentrée 2022-2023, les effectifs de l'étude surveillée de 16h30 à 18h se sont accrus de manière très significative, ce qui pose une petite problématique, puisqu'en fait il devient compliqué de gérer plus d'une soixantaine d'enfants par soir et d'assurer la mission première qui est en fait l'aide aux devoirs. Donc les enseignants m'ont interpellé sur cette problématique et donc cela impacte la qualité du service rendu. Donc, Monsieur le maire propose de modifier les conditions d'accès en 2023 sur le règlement intérieur concernant donc ce point. Les familles devront procéder à l'inscription des enfants dans le dossier unique, comme il est d'usage. Toutefois, en fonction des effectifs enregistrés et afin de garantir la qualité du service proposé, la mairie se réserve le droit de limiter le nombre d'enfants aux seuls parents qui travaillent ou
à la demande du corps enseignant pour des situations spécifiques, c'est-à-dire des enfants qui auraient vraiment besoin de cet accompagnement à l'aide de devoirs. Donc il sera demandé les attestations d'employeur des deux parents ou de l'employeur pour les familles monoparentales, et donc à la demande du corps enseignant pour des cas particuliers de familles dont les enfants présenteraient des difficultés d'apprentissage ou dont le suivi des devoirs ne pourrait être géré par ces familles. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de valider les termes de cette modification du règlement et d'autoriser le maire à le signer et à le diffuser. Des questions? Oui, d'abord, j'étais surpris quand j'ai lu la note de synthèse, parce qu'on en a parlé en commission éducation la dernière fois, commission qui a été un peu houleuse, on va dire, justement sur ce sujet, et il avait été dit, à mon souvenir, qu'on aurait demandé qu'un seul certificat d'employeur. Maintenant, on en a deux. Tu as bien précisé un seul. Oui, sauf qu'à l'étude des dossiers, en fait, ça ne réduit pas du tout l'effectif si on ne fait qu'un seul par an. Donc il a été décidé de faire les deux par an. Et bien entendu, ce sera examiné comme c'est le cas pour toutes les situations au cas par cas, en fonction des besoins spécifiques des familles. Voilà, donc ça c'est la règle. Et puis après, il y a les cas spécifiques qu'on étudie, bien entendu, à chaque fois. En parlant, il y a, sur le deuxième alinéa, il est marqué, alors nous c'était une modification par rapport au premier texte, mais demande du corps enseignant, est-ce qu'on pourrait rajouter aussi par rapport, que ça pourrait être étudié par rapport à une demande des familles, pour responsabiliser justement si on demande aux familles, toutes les familles vont vouloir inscrire les parents, donc je ne pense pas que ce soit un critère pertinent. D'accord. Alors, bon, ça c'était pour la modification du texte. Dans le cas où c'est adopté, nous avons quand même fortement opposé à ce rapport, comme je t'en avais fait part à la commission. Bon, d'abord, je suis un peu surpris qu'on soit les seuls à réagir là-dessus, parce que nous trouvons que ce rapport est discriminatoire. Je voudrais juste intervenir sur un point, rappeler que l'étude surveillée, ce n'est pas un service obligatoire. La cantine non plus. Pardon? La cantine non plus. Si, la cantine est un service obligatoire. À partir du moment où on a une cantine, on doit accueillir tous les enfants. Mais c'est pas un service obligatoire. Pour l'étude surveillée, c'est différent. Et je voudrais rappeler quand même les deux points sur lesquels on a fait débat, et qui, pour moi, n'amenaient pas d'arguments contradictoires à cette décision. C'est qu'on risque de perdre les enseignants qui sont du coup très démotivés parce qu'ils ne peuvent pas rendre la qualité du service attendu. Et pour eux, c'est très important de pouvoir faire une étude surveillée et donc de proposer, comme il est d'usage dans l'étude surveillée, de l'aide aux devoirs. Actuellement, à 60 enfants, ils ne peuvent pas garantir ça, ce qui génère un mécontentement des familles lorsqu'elles récupèrent les enfants le soir, puisque les familles qui travaillent et qui rentrent à 18h, 18h30, n'ont pas forcément de temps pour accompagner les enfants dans l'aide aux devoirs. Donc ce que les familles attendent de ce service, c'est vraiment que les enfants aient fait les devoirs. Ça, on en avait discuté, et c'est vrai que c'était une demande forte des enseignants. Maintenant, on est en train d'étudier d'autres pistes pour pouvoir peut-être continuer à accueillir les enfants, mais on a déjà des enseignants qui nous ont informé que l'année prochaine, ils ne feraient plus l'étude surveillée. Donc si on n'a pas d'enseignants, on n'aura même plus la possibilité de mettre en place ce service, ce qui est très important pour les familles. Donc le constat, je le connais, les conséquences, je les connais aussi. Sur ce que je voulais dire, c'est que la cantine, le fait de créer une cantine n'est pas obligatoire. À partir du moment où on crée une cantine, on est obligé de prendre tout le monde. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc la cantine n'est pas obligatoire. Par contre, l'étude surveillée comme la cantine, ce sont ça fait partie des services publics. Et on a droit, on est obligé à une égalité du service public. On n'a pas le droit justement de... Sur les services obligatoires, je le répète, comme la cantine, pas sur les études surveillées. Encore une fois, n'est pas un service obligatoire. À partir du moment où on a une cantine, on est obligé, on est tenu d'accueillir tous les enfants sans discrimination, ce qui n'est pas le cas pour l'étude surveillée, je le répète. Donc, de toute façon, on a fait le choix d'avoir une cantine. Oui, oui, non, ça je le sais, le problème n'est pas là. Mais oui, mais alors arrête de le répéter en boucle. Hein? Arrête de le répéter en boucle. Non, mais c'est la même chose. Mais non, c'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire sur le périscolaire. Tu ne sembles pas comprendre. Ce n'est pas obligatoire. Calmement, c'est la parole à chacun. À partir du moment où elle
Oui, c'est pas de leçon à recevoir, Bruno, on n'a pas. Oui, je dois donner des leçons. J'allais en communiquer, il faut que je fasse. C'est pas la peine de redire en disant qu'elle est pas obligatoire, elle existe, on va la fermer la cantine. Dis-le à ton collègue à côté. Non, tu insistes sur le fait que c'est pas obligatoire. Donc on te dit que comme elle existe, on va pas la fermer. Non. On est bien d'accord. Donc elle est devenue obligatoire. Sauf si on ne peut plus accueillir tout le monde. Si on peut plus Mais c'est pas accueillir le tout le problème. monde. On ne parle pas de la cantine, on parle de l'étude surveillée là. Elle existe, donc elle est obligatoire. Oui, d'accord. Elle existe, on va pas la fermer. Là, c'est quelque chose qui n'a pas la même caractéristique. Et Ça quand reste tu un dis service que c'est public. inégalitaire, considérer que prendre l'accès pour les gens deux parents qui travaillent et qui rentrent tard, qui ne peuvent pas donner des leçons, et il ne faut pas oublier qu'il y a un accord des enseignants pour les enfants en réelle difficulté qui ont besoin de l'aide aux devoirs. En quoi c'est pas égalitaire? Pourquoi c'est pas égalitaire? C'est les enseignants qui vont dire cet enfant, il a besoin, c'est quand même leur rôle. Moi je suis pas professeur, toi tu es professeur, moi je suis pas pédagogue. D'accord. Donc, ça va être drôle. C'est marrant. Donc, il y a quand même parmi ces élèves-là qui vont être refusés, des parents qui n'ont pas les capacités culturelles pour aider les enfants à faire leurs devoirs, qui n'ont pas, certains ne parlent même pas le français. Le problème, c'est que parmi ces problèmes, justement, auraient pu être anticipés si, comme on vous l'avait demandé lors de différentes commissions, on avait fait faire une ABS qui va maintenant elle va être faite puisque maintenant ça devient obligatoire. Cette proposition a été refusée. L'ABS, elle a été demandée dans la commission. Enfin, je pense que là, tu mélanges un peu tout, Christophe, si je peux me permettre. Alors déjà, je voudrais juste préciser que là, c'est juste une modification du règlement, que pour le moment, on ne va pas refuser des enfants. Oui, ça vous permet de le faire, hein, donc excusez-moi, mais donc après, une fois que c'est voté, vous pouvez d'accord, mais faire ce que pour vous l'instant, voulez. on n'en est pas là encore. Après, je ne pourrais plus rien Comme dire. on en a discuté avec comme on en a discuté avec Sabine, on a longuement échangé, on a retenu une des pistes qui est de pouvoir peut-être rechercher des bénévoles, des volontaires qui pourraient accompagner les enfants sur un coup de pouce. Donc on a mis ça en place, voilà. Donc il ne faut pas non plus trop diaboliser les choses ce soir. Ah non, mais excusez-moi. On se réserve le droit de pouvoir limiter l'accès, encore une fois, à la demande des enseignants qui nous ont interpellés et pour qui, pour le moment, c'est très tendu et qui vont peut-être ne plus du tout assurer ce service si on ne trouve pas des solutions négociées. Voilà. Oui, ce constat, on le partage. Après, pour résumer, de façon essayer d'être synthétique, c'était que par rapport à cette augmentation de besoins qui est réelle et ce besoin des profs qui est complètement légitime de vouloir faire comme il faut leur travail, c'était qu'au lieu de répondre à ça par une réduction qui conduise à des choses peut-être discriminatoires, c'est d'essayer de réfléchir à comment augmenter cette capacité d'encadrement, sachant que si on a calculé, ça ferait 6 heures par semaine supplémentaires sur 32 semaines, donc le deuxième semestre qui reste. À 15 € de l'heure, ça fait à peu près 3 000 € pour l'année, donc là, non, ça c'était pour la totalité. Donc soit la moitié pour la fin de l'année, c'était 1 500 €. Bon, ça semble abordable pour un budget de l'année. Oui, c'est juste qu'on ne trouve pas les personnels. Oui. Voilà. Encore faut-il trouver et des enseignants volontaires, pour le moment on n'en a pas, et ou bien des personnes qui peuvent assurer ce service, et pour le moment on n'en a pas. C'est ça qui nous semblait prioritaire avant de viser à réduire la capacité. Donc ça, c'est des solutions qu'on aurait pu aussi employer des gens supplémentaires. Mais on ne trouve pas de gens supplémentaires, Christophe. Des employés communaux, c'est pas possible? Non, il n'y a pas d'employés communaux. Pour l'instant, on n'a pas d'employés, on ne trouve pas d'animateurs pour remplacer, on ne trouve pas d'ATSEM pour remplacer. Donc pour le moment, nous n'avons pas de personnel ni de bénévoles volontaires. Ok, mais que ça soit... Et si tu en connais, tu peux nous les envoyer. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais le problème n'est pas là, en fait. C'est parce que si tu me parles d'un problème de pragmatique, alors que moi, je voudrais parler sur un problème de fond, sur un problème de valeur. Simplement de valeur. Parce qu'on est sur les valeurs de la République, là. La République... Non, moi, je rigole pas. Je crois que je n'ai pas de leçons à recevoir de toi sur les valeurs de la République. Je suis pas en train de te donner des leçons, hein. C'est pas le but. Hein. Moi, c'est les valeurs qui me sont chères. Tu n'as pas le monopole de ça. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je me sens autant que toi. J'ai pas dit ça, je vous ai accusé Je pense que l'éducation pour tous et l'accès pour tous égalitaire, on le partage tous.
Mais l'égalité Donc, je vais fait arrêter partie ce des que droits je dis. des valeurs de la République, non? L'égalité fait partie des valeurs de la République. Et là, on a un rapport qui n'est pas égalitaire. C'est ton point de vue. Non, c'est pas forcément un point de vue partagé par tous. Donc c'est tout simplement discriminatoire. Moi, je peux vous lire les textes de loi qui expliquent ce que c'est que la discrimination. Donc on fait la distinction, on fait bien la distinction. Est-ce qu'on fait bien la distinction de deux personnes physiques par rapport à leur situation familiale? C'est exactement ça. Dans la loi, il est marqué que ça, c'est un critère de discrimination. Et c'est interdit, justement, quand on l'applique à des services publics. Et c'est exactement là-dedans. Pas s'il ne s'agit pas de services obligatoires. Si, il n'est pas du tout marqué service obligatoire ou pas. C'est pas du tout marqué. C'est un dialogue de sourds. Non, mais moi j'ai lu les textes, simplement, je peux te les fournir les textes, il n'est pas du tout marqué service obligatoire ou pas. Et encore une fois, la cantine n'est pas un service obligatoire. Je pense qu'on va tourner on ne va pas refaire la commission. Oui, voilà, on ne va pas refaire la commission, je pense qu'on a déjà eu ce débat. Donc, alors, bon, vous faites comme vous voulez, j'entends bien. Je veux juste vous informer qu'on est en train de se renseigner auprès de l'instance supérieure au niveau de la Mais tu peux, puisqu'on l'a déjà fait auparavant. Pour voir si j'imagine c'est bien qu'on n'a pas pris cette décision à la légère. Ouais. Et comme vous l'avez fait pour la cantine pendant la deuxième vague aussi, pareil. C'était différent, on était dans un contexte donné, c'était une période de Covid. Ça, c'était contraire à la loi aussi. Mais bon, oui, vous faites comme vous voulez avec la loi, en disant que c'est d'abord le pragmatisme qui passe au-dessus de la loi. Je suis assez surprise parce que tu es toujours très vindicatif en conseil municipal et certainement qu'il y a un message que tu veux faire passer. Mais je pense qu'il y avait un échange beaucoup plus constructif en commission, lorsque tu viens aux commissions. Mais voilà, moi j'aimerais quand même que les choses soient... Le problème c'est que quand je viens au conseil municipal, j'ai une note de synthèse qui permet de voir les textes, de les étudier, etc. Si on regarde l'ordre du jour de la dernière commission éducation, on fait le point sur l'année 2022 et on regarde les projets de l'année 2023. C'est juste ça qui a été marqué dans l'ordre du jour. Oui, et il s'est trouvé qu'il y avait ce point urgent. Quand il y a un problème aussi lourd qui arrive, j'aimerais bien être au courant à l'avance. Voilà. Donc effectivement, après j'ai un temps de réflexion, après je me renseigne, après je me documente, etc. Et après, oui, je deviens un peu plus vindicatif. Mais je ne pense pas que la commission d'éducation, la dernière commission d'éducation, c'est super bien passé quand même. Je crois que pour pas passer... On a eu des échanges, mais c'est aussi l'objectif des commissions, de partager des idées. On n'est pas toujours d'accord et tant mieux, c'est ce qui fait aussi avancer le débat. Je pense que par exemple la proposition de Sabine a fait avancer constructivement le débat lorsqu'on a parlé des bénévoles. Donc moi je suis tout à fait ouverte au débat et c'est le lieu... Les bénévoles, donc les gens qui vont travailler, vont faire exactement le même travail que des gens qui sont payés. Mais peut-être que ce sera des gens qui seront payés pour l'instant. On attend déjà d'avoir des personnes, de voir si c'est... Tu sais, les bénévoles, ça existe aussi. Il y a des associations Coucous qui existent sur l'aide aux devoirs. Il y a aussi peut-être des personnes qu'on pourra rémunérer, mais encore faut-il trouver des personnes volontaires. Pour le moment, on n'en a pas. Et l'objectif premier, ce n'est pas de fermer ce service d'études surveillées, c'est de le maintenir ouvert, coûte que coûte. De le maintenir ouvert à tout le monde. Voilà. Marc? Oui, non, je disais, parce qu'on va peut-être pas passer la soirée là-dessus, il peut y avoir des désaccords sur la mesure, hein. C'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord. Après, la question de la légalité, soit c'est légal et tout va bien, si c'est pas légal, vous avez toujours le loisir d'aller attaquer cette décision au tribunal administratif. L'état de droit s'appliquera. On n'est pas obligé de passer par là. Non, mais... aussi, Très bien. On passe au vote. Qui est contre? 5 avec Samantha. Qui s'abstient? Merci. Je passe au rapport numéro 4, qui est le pacte de gouvernance communautaire. Donc vous avez dû recevoir un document. Vous savez que le pacte de gouvernance a été voté en conseil communautaire le 6 décembre 2022. Ce dispositif a vocation à organiser et pacifier les relations entre les communes au sein de notre intercommunalité. Il précise les différentes instances de Cotteville ainsi que le principe de la mutualisation. Ce document est accompagné d'une annexe donc faisant état des différentes compétences également statutaires et de leur intérêt communautaire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce pacte de gouvernance qui doit être voté dans les 16 communes? D'abord sur ce sujet,
projet, en fait, on tenait à dire que concernant la composition et les convocations au groupe de travail qui sont stipulées dans le document, hein, les élus minoritaires ne sont ni informés ni invités, on n'a jamais été. Ensuite, malheureusement, Samantha Kalizov étant souffrante et elle était la mieux placée pour en parler, je vais essayer d'expliquer notre avis et puis son avis en tant que conseillère communautaire. Alors c'est beau dans le texte, mais la réalité elle est tout autre. En effet, nous ne savons pas vraiment comment sont portés les projets. Samantha Kalizov a constaté que lorsque les conseillers communautaires ne sont ni dans le bureau ni à la conférence des maires, l'accès aux informations est difficile. De même, lorsque les conseillers communautaires souhaitent s'investir et apporter leurs compétences, cela n'est pas forcément possible. Pas forcément. Pas forcément, mais c'est dommage. Parce que moi, dans les groupes de travail, elle travaille. Si les élus se sont proposés, c'est probablement parce qu'ils jugeaient qu'ils avaient des compétences, et c'est dommage que ces compétences n'aient pas été retenues. Elle a également constaté que les conseillers communautaires avaient voté pour 2 vice-présidences, ça c'est un exemple du pacte, qui aujourd'hui ne sont plus actives, sans que les conseillers communautaires qui souhaitent s'investir dans ces commissions aient été consultés. En l'occurrence, il s'agit de la petite enfance et puis de l'économie. La question de la diminution de ces vice-présidences est liée donc à ce pacte de gouvernance, et le constat est que ce choix de ne pas continuer avec ces 2 vice-présidences a été imposé unilatéralement. Ça n'a pas été si bien débattu. Donc cela ne veut pas dire forcément, on espère que ces commissions n'avaient rien à faire, mais c'est surtout que ça illustre un peu que Côté Lube n'a pas de politique en faveur de la petite enfance et de la jeunesse, ni en faveur de l'économie du territoire, parce que ça va vraiment à l'encontre et c'est pas vraiment cohérent avec ce qui est écrit dans le projet de territoire. Et donc pour toutes ces raisons, vous doutez bien que nous émettrons un avis défavorable. Je voudrais rectifier quelques trucs qui sont inexacts. Déjà, il n'y a pas 2 vice-présidents qui n'existent plus, puisque Jean-François Lofizolo, jusqu'à la fin du mois, il doit décider quel mandat il va garder. Il est toujours aujourd'hui vice-président de Côté Lube. Donc il n'y a rien qui a été changé aujourd'hui. Pardon ? A priori, il n'est plus très présent dans ses actions. Ah, qu'il ne soit pas présent, c'est autre chose. Hein, voilà. Mais qu'il ait démissionné, c'est autre chose encore. Donc je te le dis, il n'a pas démissionné. Ah ben, s'il démissionne, il démissionne. Mais aujourd'hui, il n'a pas démissionné. Et puis, le président a nommé donc Rose-Marie Dumontier, qui est adjointe à la ville de la Tour-d'Aigle, au poste de responsable de la jeunesse. Donc c'est elle qui va œuvrer pour ce poste-là. Alors c'est pas une vice-présidente, mais c'est une conseillère communautaire déléguée à la jeunesse qui va donc travailler sur ce dossier en relation avec la SPL. Et donc on est d'accord que ça modifie en fait le vote de vice-présidence qui avait été fait au départ. Et donc en fait il y a eu des modifications qui sont faites une évidence. Il y a eu une démission de Mylène Garcin. Oui, mais plutôt que le choix du président de moi j'étais plus favorable à nommer un nouveau vice-président à sa place. Ça n'a pas été le choix du président et du bureau. Bien sûr, mais en fait là on n'est pas en train de remettre en question par exemple ta situation par rapport à Côté Lube. On parle du pacte de gouvernance et on juge qu'effectivement ce pacte n'est pas favorable justement à une véritable équité et un discours, une démocratie au sein de Côté Lube qui puisse faire avancer les choses dans le bon sens, mais que c'est plutôt des décisions qui vont être prises unilatéralement par Côté Lube. Et en l'occurrence par son président et la preuve en est. C'est ton opinion, que je respecte parce que je respecte les opinions qui ne sont pas les miennes. Autre chose. Qui est contre? 4, 5 Défavorable. Ah, il me faut contre ou s'abstenir. Hein. Donc, je ne vais pas. C'est un avis. Et demander aux membres autrement un avis sur ce pacte. Alors, si vous voulez un avis défavorable, 5. Ouais. Voilà. Non, donc, un avis favorable, oui, monsieur Lacoste. C'est marqué sur la note de synthèse, moi je lis. Très bien. Le rapport 5, c'est la tarification d'occupation du domaine public. Donc vous le savez qu'on est toujours dans l'illégalité puisque on doit faire payer le domaine public au niveau des terrasses, tout ce qui est sur le domaine public au niveau des restaurants, des bars, des commerces, etc. Donc j'avais dit que tant qu'il y avait le Covid, bien évidemment, on n'allait pas faire payer les commerçants. Donc on va faire une réunion d'information, un courrier qu'on va leur diffuser, on va voir de quelle façon. Donc on propose donc, il y a 3 délibérations qui avaient été prises en ce sens. Une pour les tarifs de la fête votive,
Une pour les tarifs de l'occupation du domaine public pour les travaux, les camions multiservices et les commerces ambulants de vente alimentaire, à emporter food truck, et une pour les places du marché hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, c'est des conditions tarifaires pour l'occupation du domaine public, non prévues dans les délibérations que je vous parlais, qui concernent notamment l'utilisation des terrasses, trottoirs pour les artisans, entreprises et commerçants dans le cadre d'une activité économique. Alors, on s'est basé, donc, Isabelle a fait un travail sur les villages voisins, donc on a pris des villages plus ou moins touristiques, je dirais, puisqu'on a pris Cucuron, Lomarin, Loris, La Tourdègue, et à titre d'information, même si c'est une plus grande ville, Pertuis, hein, pour un peu comparer. Le but, bien évidemment, ce n'est pas de les assassiner, c'est faire un prix plus que correct. Et donc, dans le prix que nous avons fixé, si on compare avec s'ils étaient à Loris ou à Cucuron ou à Lomarin, ils payeraient dans ces villages-là beaucoup plus cher qu'à Cadonnet. Donc, on est parti sur 10 € le mètre carré par an, avec un minimum de 20 € par an. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui doit payer 18 €, il y aura un forfait de 20 € à l'année. C'est le cas pour quelqu'un qui a par exemple un chevalet dehors ou une rôtisserie. Vous voyez de qui je parlais. Voilà, du petit matériel à l'extérieur. Donc, on aimerait le faire d'ici le 1er avril ou le 1er mai, se mettre en conformité avec la réglementation, puisqu'actuellement, on n'est pas dans le règlement. Voilà. En sachant que donc il y a également un règlement, un arrêté qui stipule un règlement intérieur pour les occupants de ces lieux publics. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Création du rapport numéro 6 d'un service commun juridique. Donc là, c'est à côté l'une également, au niveau de l'environnement administratif et juridique des collectivités territoriales, qui tend à se complexifier. Le territoire de Côté-Luve composé pour l'essentiel de petites communes qui ne disposent pas de compétences juridiques au sein de leurs services. Côté-Luve, quant à elle, dispose de ses compétences à la direction administrative et financière. Donc, afin de mutualiser ces compétences et d'apporter un soutien aux communes membres, Côté-Luve propose de créer un service commun juridique hébergé par lui-même. Ce service fournira un appui juridique aux communes, conseil juridique, pré-contrôle de légalité, veille juridique, mise en commun de documents types. Et c'est le cas puisque déjà nous travaillons avec ces deux personnes qui sont à ce service-là et qui nous sont d'un bien précieux. Voilà. Donc, bien évidemment, il n'y a aucun transfert de personnel et on a un agent contractuel de catégorie B et en soutien un agent contractuel de catégorie A. Voilà. Donc on vous demande d'approuver la création du service commun juridique, la convention de service commun et de m'autoriser à réaliser toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Des questions? Pardon? Non, c'est pas pour les administrés, hein, c'est pour les... Vous ne parlez même pas des administrés, mais pour les conseillers municipaux, etc. Ou est-ce que c'est uniquement dans le cadre juridique quand il y a des... Ah non, c'est pour les services administratifs des mairies. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 7, je passe la parole à Marcello Mangana. Merci, monsieur le maire, bonsoir. Soumission à la déclaration préalable des divisions foncières dans les zones agricoles et naturelles du PLU en vigueur. Alors, monsieur le maire propose de soumettre la déclaration préalable des divisions foncières de l'ensemble des zones classées naturelles ou agricoles du PLU de la commune de Cadonnet. Ce dispositif vise à contrarier le morcellement des espaces agricoles et naturels au profit des installations et occupations illégales à vocation non agricole et lutter contre l'urbanisation sauvage. L'article L115.3 du Code de l'urbanisme dispose que dans des parties de communes nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut
peut décider par délibération motivée de soumettre à l'intérieur de ces zones qui délimitent la déclaration préalable prévue par l'article L424, même code des divisions volontaires de propriété en jouissance de propriété foncière par vente ou location simultanée ou successive qui ne sont pas soumises au permis d'aménager. Sachez que pour un terrain constructif, on est obligé de demander le permis d'aménager lorsqu'on fait une division parcellaire. C'est ce qui n'existe pas en zone à terrain agricole ou naturel, et c'est ce qu'on veut mettre en place. En effet, la commune de Cadenet est confrontée depuis de nombreuses années à des installations d'occupation illicites sur des parcelles en zone agricole naturelle qui aboutissent régulièrement à des divisions foncières. Alors, au-delà d'un enjeu d'environnement lié à la dégradation progressive des paysages et d'atteinte aux espaces naturels d'un enjeu en matière d'urbanisme, il est également celui concernant la sécurité des personnes, car la majorité de ces cas se trouvent dans des zones comprises dans l'enveloppe inondable de la commune, PPRI de l'Endurance, Atlas des zones inondables. Enfin, il y a un enjeu relatif aux atteintes de l'ordre public avec des troubles manifestes et répétés à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Le dépôt d'une déclaration préalable permettrait à la commune d'encadrer les divisions si celles-ci, par leur importance ou le nombre de lots ou les travaux qu'elles impliquent, sont de nature à compromettre gravement le caractère naturel de ces espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Il est proposé de soumettre à déclaration préalable de division foncière des zones classées naturelles ou agricoles du PLU de la commune de Cadenet, approuvé par délibération au conseil municipal le 30 novembre 2019. C'est pas sous début. Considérant l'intérêt de la commune d'avoir connaissance des divisions de propriété foncière et les encadrer, considérant la nécessité de mettre en place une obligation de soumettre une déclaration préalable de division des propriétés foncières sur le territoire de la commune, permettant une information régulière des mouvements sur la commune et la protection des espaces naturels et agricoles. Il est demandé aux membres du conseil municipal de décider de soumettre au régime de déclaration préalable prévu à l'article L424 du Code de l'urbanisme les divisions volontaires en propriété ou en jouissance de propriété foncière par vente ou location simultanée ou successive, qui ne sont pas soumises au permis d'aménager du dit terrain constructif à l'intérieur des zones agricoles et naturelles du PLU en vigueur. D'autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches utiles nécessaires en vue de l'application de la présente délibération et à signer tout document s'y reportant, ou dans le cas où ce dernier sera empêché un adjoint pris dans l'ordre des nominations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe au rapport numéro 8 qui est les avances de subvention 2023. Nicole. Bonsoir à tous. Donc, c'est pour faire des avances de subventions exceptionnelles. Donc, vous avez une première subvention exceptionnelle de 2 700 € à l'association Couture et Moi pour l'organisation du carnaval 2023. Une subvention également pour les chèques vacances à l'amicale du personnel de 8 000 €. Et par ailleurs, la subvention 2022 à l'association Ligrigri restant pour l'organisation des centres aérés pendant les vacances scolaires n'a pas été versée. Son montant s'élève à 4 528,91 € du fait que la commune de Cadenet n'a pu accueillir les centres aérés au cours de l'été 2022 en raison des travaux à la cantine scolaire, mais seulement aux vacances d'hiver 2022. De plus, il est proposé à l'Assemblée d'allouer une avance de 20 000 € au CCAS sur la subvention annuelle qui sera votée au budget primitif 2023 de la commune. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à verser des subventions subventionnées. Des questions? Non, je voudrais juste remarquer que c'est à Françoise pour le CCAS de demander l'avance. Oui, c'est pareil, donc je demande l'avance pour le CCAS de 20 000 € pour Merci l'année 2023. Françoise. Et bon, pour moi, c'est la même chose. Hein. Oui, tous les ans. Voilà. Tous les ans. Donc ça me tarde bien, c'est pour ça. D'autres questions? Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 9, c'est pour des demandes de subventions concernant la sécurisation et valorisation du site du château, concernant la Fondation du patrimoine et la DETR 2023. Donc après avoir réalisé un diagnostic des lieux, étude de faisabilité du parc du Luberon, complétée par une étude géotechnique sur les risques d'éboulement dû à la fragilité de la roche constituée de safre, mis à nouveau en exergue lors des inondations de 2019, a permis de dégager un chiffrage du programme d'aménagement et son découpage opérationnel. Donc il est soumis à votre approbation une première phase d'aménagement du site. Ce sera le gros du budget 2023, qui consiste en des travaux prioritaires de sécurisation de signalétique du site permettant d'accueillir un plus grand nombre de touristes et de spectateurs lors des représentations, notamment des vols d'oiseaux, puisque ce site du château sera lié quand même au projet intercommunal Les Yeux dans le ciel, sur lequel nous travaillons à côté Lup. Avec des études complémentaires, notamment géotechniques, la maîtrise d'œuvre et ses corollaires, qui s'élèvent à 528 208 € hors taxes. Les aides mobilisables sont de la part sont la part développement durable départemental du département de Vaucluse, 22 260 € déjà sollicités. L'État, au titre de la DETR 2023, c'est là où nous axons, puisque j'ai eu un rendez-vous avec Isabelle, avec Madame la sous-préfète. Donc l'État est prêt à faire un bel effort au niveau de cette subvention du château. La Fondation du patrimoine, Valérie y travaille, et la région au titre du dispositif de la chaîne patrimoniale, selon le plan de financement. Donc il vous est demandé d'adopter la phase 1 de l'opération de sécurisation, de valorisation du site du château à hauteur de 528 208 € hors taxes, comprenant 454 560 € hors taxes de travaux et 48 500 € de frais de maîtrise d'œuvre et de consultation et 25 128 € de frais d'études. D'approuver le plan de financement prévisionnel de 528 208 € et de m'autoriser à faire la demande de subvention à l'État au titre de la DETR 2023 pour un montant de 200 000 €, représentant 37,86% de la dépense globale. Et également de m'autoriser à faire la demande de subvention auprès de la Fondation du patrimoine pour un montant de 100 000 € pour être redéfini en fonction de l'attribution des autres cofinanceurs. Également une subvention auprès de la région, comme je vous le disais, au niveau du titre du dispositif de la chaîne patrimoniale pour un montant de 100 300 €. Et de m'autoriser à signer bien sûr tout document relatif à ces demandes de subvention, cette opération, et d'essayer de lancer cette opération dès lors que les financeurs auront donné leur intention de financement. Des questions? Oui, moi j'ai une question. Dans le tableau qu'on a reçu en annexe, j'avais une question concernant les recettes. Parce qu'effectivement, en fait, dans ce que tu viens d'énoncer, on retrouve à peu près les recettes, mais il y a les 105 648 € hors taxes qui correspondent à ville. À quoi ça correspond exactement? Parce que là, je n'ai pas compris la recette de ce que c'était. C'est la commune en fait, c'est ce que la l'autofinancement, ce que la commune est prête à mettre. D'accord, donc c'est la commune de Cadenet qui va mettre les 105 000 €. D'accord. Donc si vraiment une recette, on a toutes les subventions. Mais c'est dans les recettes. Ouais, mais c'est pour ça que je ne comprenais pas la okay. Ça fait 20%. Ouais. Ok, ça marche. Merci. D'autres questions? Qui est contre ces subventions? Qui s'abstient? Merci. Alors, des décisions à vous communiquer sans vote. Décision numéro 16-2022 relative au virement de crédit du chapitre de dépenses de fonctionnement 022 imprévu de 55 500 €. La décision numéro 17-2022 relative à l'attribution du marché numéro 22-4017 de maintenance du parc de photocopieurs à la société Original System pour un montant de 22 800 € hors taxe pour une durée de 3 ans. La décision numéro 19-2022 relative à l'attribution du marché d'assurance de cyber-risque à la société SAR et Moselle pour un montant annuel de 1208,12 € hors taxe pour une durée de 4 ans. Et la décision numéro 20-2022 relative à l'approbation et à la signature de la convention de mise à disposition SAFER d'immeubles ruraux situés sur la commune, parcelle F819. Je vous donne une information qui m'a été donnée par l'amicale des... Juste avant de passer à autre chose,
Juste pour la dernière décision, là, c'était juste pour savoir à qui a été attribuée cette convention de mise à disposition. Donc c'est la parcelle sur laquelle on a délibéré pour l'acquisition l'année dernière et qu'on a mis à disposition par l'intermédiaire d'une convention SAFER à Jean-Gilles Roux. Merci. Qui, à l'issue de cette convention, devrait nous la racheter. Une information de l'association des maires de Vaucluse, il y aura un trophée de pétanque au mois de juin. Donc je le dis aux élus, ceux qui sont intéressés pourront s'inscrire à partir de 9h. Ce sera au boulodrome de Monteux, avenue Édouard Cangier. Ce sera suivi d'un déjeuner servi sur place. Les inscriptions au plus tard le 31 mars 2023. Donc vous faites connaître, c'est là que vous êtes intéressés par aller faire ce concours de boules entre élus. Voilà. Vous avez dû recevoir également le prévisionnel des dates et de la commission de finances et des 2 prochains conseils municipaux qui auront lieu au mois d'avril. Hein, voilà, pour vous en informer. Eh bien, je lève la séance et je vous dis merci. Ne partez pas.